Bonsoir et bienvenue à tous à notre troisième live de Minute Entrepreneur. Moi, c'est Adel Edili. Je suis vice-président du Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones, Bureau Tunisie. En version courte, c'est CAGEF Tunisie. CAGEF Tunisie fait partie du CAGEF Afrique, un mouvement panafricain dans 12 pays francophones, africains francophones, qui a pour but de rassembler, d'échanger et de mettre en valeur nos jeunes entrepreneurs et compétences africaines. Il y en a beaucoup. Et c'est le cas aujourd'hui où on va vous emmener dans un voyage de Tunis à Lomé, au Togo, où on va donner la parole à notre invité du jour. Mais avant ceci, on va faire un petit détour par Burkina Faso, où j'aurai le plaisir de partager ce mot d'ouverture avec notre cher invité, Marcel Gnaïgessi, président du CAGEF Burkina. Bonsoir, président. Bonsoir, mon cher ami. Comment allez-vous? Je vais très bien, super bien. Donc, bienvenue à notre émission web, Minute Entrepreneur. Donc, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager avec nous, donc les entrepreneurs au Burkina? Je vous donne la parole pour cette ouverture de troisième live. Allô? Oui. Oui, Marcel, on vous entend. Allô? On vous entend, Marcel, oui. Allô? Marcel, on vous entend, oui. Oui. Donc, je disais que je vais très bien. Hein? Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous partager avec nous de Ouagadougou? Alors, il faut dire qu'à Ouagadougou, il fait beau temps en ce moment. Hein. Je suis Marcel Gnaïgessi, comme tu as si bien dit, président du CAGEF Burkina Faso, membre du CAGEF Afrique. Professionnellement, je suis gérant de M2A Group. Nous évoluons dans la distribution du matériel pour les banques. Il faut dire c'est tout ce qui rentre dans le traitement de la monnaie, le compteur de billets, les détecteurs et tout ce qui rentre vraiment dans le traitement de la monnaie. Et voilà, donc ce soir, j'ai été invité par mon ami le président du CAGEF Tunisie. Je suis là, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Et, on espère donc échanger encore avec tous les entrepreneurs, toutes les compétences en Burkina et tous les pays donc Afrique francophone. Donc, je vous remercie, Président. C'est un plaisir donc d'entendre votre voix et nous espérons donc bientôt encore échanger en ligne. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Donc, sans plus tarder, donc, je vais passer la parole à notre cher modérateur, Monsieur Nizar Benselem, ingénieur agronome, consultant international, un bien connaisseur de l'Afrique et qui aura donc la charge aujourd'hui donc d'animer ce live. Donc, bienvenue Nizar. Merci Adel, merci beaucoup pour cette soirée, ce troisième rendez-vous de Minute Entrepreneur aujourd'hui, qu'on va essayer de partager avec nos amis, nos adhérents, nos amis du CAGEF Afrique. Comme on l'a annoncé toujours, sur plus de 10 pays en Afrique, on est en live ce soir. On va encore et encore une fois partager des expériences, des entrepreneurs qui sont lancés et qui donneront peut-être ce soir l'envie, la motivation pour d'autres jeunes entrepreneurs. Donc, on vient d'écouter justement, on va faire un petit saut aujourd'hui de Tunis à Burkina et on va atterrir à Lomé avec notre invité du jour aujourd'hui pour parler justement d'une expérience qui sort du commun dans ce contexte, le moins qu'on puisse dire, un peu difficile économiquement. Voilà, Adel, merci beaucoup pour cette invitation et on va essayer de partager ensemble. D'accord, avant de vous laisser entre les bonnes mains de Nizar, je vous rappelle que vous aussi, donc, chers web spectateurs, je pense que je viens d'inventer un nouveau terme, vous pouvez vous aussi interagir avec nous. Vous pouvez donc poser vos questions, vos suggestions dans les commentaires en dessous de cette vidéo-là. Et on va essayer à la fin de cette session de répondre on va faire une série de questions-réponses pour notre cher invité. Donc, encore une fois, donc, je vous souhaite un bon live et à vous, Nizar. Merci beaucoup. Impeccable. Ce soir, on va, comme tu as dit très bien, Adel, on va essayer de partager avec vous une bonne expérience aujourd'hui. Une bonne expérience d'un jeune entrepreneur originaire
du Togo, de Lomé, un jeune qui a cru, après avoir fait des études un peu diverses, et on va essayer de le présenter justement, passant d'une maîtrise en psychologie de la santé, passant par un diplôme ensuite de langue allemande, il atterrit dans le leadership et l'entrepreneuriat, et enfin, il finit par une formation en chocolaterie. Tout ça, ça fait un petit peu une bonne recette pour lancer aujourd'hui un projet qui a vu le jour depuis quelques années. Et pour ça qu'on va inviter justement et on va souhaiter, j'aurai le grand plaisir ce soir de souhaiter la bienvenue à notre ami Komi Agbogo, à qui on souhaite la bienvenue, promoteur et porteur CEO aujourd'hui ce soir de Choco Congo. Monsieur Komi Agbogo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Non, avec plaisir. Je pense que CAGEP Tunisie, vous faites un bon travail et je pense que c'est vraiment une opportunité, une inspiration et nous pensons que la jeunesse africaine va se réjouir de ce moment ensemble. Impeccable. Aujourd'hui, avant de se lancer, à mon avis, avant de promouvoir justement et de parler de ce projet, de cette expérience de Choco Togo, on va lancer une petite vidéo peut-être. Tout de suite, on va demander à notre ami Ad de lancer une petite vidéo. Notre grand format maintenant est direction l'Afrique avec l'histoire d'un chocolatier qui a décidé de rentrer dans son pays, le Togo, pour y soutenir la filière nationale du cacao. Alors que le continent produit les 3/4 de cette matière première sans en tirer réellement les bénéfices, il tente, vous le verrez, de convaincre les cultivateurs locaux de devenir enfin les maîtres de ce marché. Marc de Chalvron, Mathieu Baudouin. Ce jour-là, les habitants d'Ikpavikopé l'attendent avec impatience. Komi Agbogo est très connu dans la région et ses réunions sont de véritables one-man show. Combien ça coûte le cacao, 1 kilo de cacao? 650. 1 kilo. Vous apportez 1 kilo qui est à 650 et on vous présente 100 grammes à 1000 francs. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à manger du chocolat, non? Et c'est ça qui fait que vous croyez que c'est du luxe, non? C'est parce que nous sommes ignorants que nous sommes pauvres. C'est une richesse. C'est un trésor. Vous l'avez dans votre main. Comme je l'ai dit, c'est une expérience inouïe. Voilà des vidéos, des reportages qui reprennent un petit peu cette expérience. Notre ami Komi, on le nomme, retenez-vous bien, le Robin des Bois. Oui, le Robin des Bois du Togo. Donc, je vais vous donner peut-être cette expérience et une petite présentation, un peu de temps pour vous présenter, avant d'entamer un petit peu l'expérience et ce parcours qui nous a ramené aujourd'hui. On va y aller petit à petit, mais avant de commencer, comme je l'ai dit, partant d'une maîtrise en psychologie de la santé jusqu'à une formation spécialisée en chocolaterie en Italie, qui a fini, à mon avis, en 2013. Vous décidez. Si vous pouvez parler, vous présenter un petit peu à nos internautes en 2 minutes. À vous la parole. D'accord. Mon nom, c'est Eric Agboku. Je suis vraiment, comme vous l'avez dit, si c'était un cursus universitaire, je devais porter des blouses et rester quelque part dans une université ou bien dans une clinique quelque part. Et je pense que à l'université, quand j'étais à l'université, j'avais un petit problème. Le problème, c'est que est-ce que nous devons laisser les gens avoir des problèmes psychologiques avant de commencer par les traiter ou bien aller à la prévention? Donc, je pense que après mes études ici au Togo, la maîtrise, donc j'avais voulu faire une aventure. Je suis allé en Europe, en Allemagne, et l'objectif, c'est d'aller apprendre et de revenir voir comment on peut toujours apporter un coup de main à mon pays. Donc, quand j'étais en Allemagne, je faisais mes études de langue. Après, je me suis inscrit aussi en psychologie. Et c'est là où j'avais eu l'opportunité de décrocher du travail, que je devais représenter une fondation allemande ici au Togo. Donc, je me dis, OK, si je pouvais diriger une représentation, une ONG allemande de grande envergure dans mon pays, alors ce serait ma pierre que je pouvais apporter. Donc, on était 12 à partir à cette aventure, mais j'étais là jusqu'à ce jour, je suis le seul à revenir parce que les autres disent rester en Europe, revenir en Afrique, comment on va faire? Et ça a été pour moi une décision. Et cette décision, au début, ça m'a coûté un peu parce que
beaucoup de gens ne peuvent pas croire en moi. Et moi-même, je me suis rencontré beaucoup de difficultés. Et je me suis dit, en 2004, je suis revenu au pays. Donc, de 2004 à 2010, je dirigeais la fondation. Mais je constatais toujours quelque chose. C'est-à-dire que l'Afrique recevait toujours de l'aide. C'est-à-dire on investissait beaucoup d'aide. Mais on constate qu'il n'y a pas vraiment un changement. Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, est-ce que c'est le manque de moyens? Est-ce que c'est le manque de richesse? Ou bien le problème, c'est à quel niveau? Donc, j'ai cru et que le problème, c'est peut-être la perception que nous avons de nous-mêmes et la perception que nous avons de la vie. Et le paradigme, et ça, vraiment, je voudrais le dire, et surtout à la jeunesse africaine. Ouais, on va revenir à ce sujet, justement, qui est une finalité très, très noble, justement, de tout le travail qu'on fait. On est en train de toucher, justement, une filière. Moi, que je suis expert en chaîne de valeur, j'ai visité pas mal de pays africains. Je salue cette initiative, commis pour cette initiative, justement, et penser filière. Dans le reportage qu'on vient de passer, où c'est quelques secondes de reportage qui est passé sur France 2, on a vu un petit peu un langage très facile. Vous êtes en train de toucher les artisans, vous êtes en train de toucher les gens qui cultivent justement les fèves, les cacao, etc., pour faire passer un message très très clair. Ce soir, quand on parle un petit peu de la transformation ou de cette filière aujourd'hui, comment vous pouvez présenter? Est-ce qu'il y a d'autres activités? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont initié déjà des projets au niveau des fèves de cacao ou peut-être on est en train d'exporter à l'état brut, justement? Oui, je peux dire quand même que l'environnement politique et l'environnement économique du Togo est très favorable en ce moment parce que l'entrepreneuriat des jeunes est très encouragé. Et pour ça, je pense que le Togo est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce domaine, surtout que la transformation est maintenant la clé pour pouvoir vraiment penser à un développement. Et je pense que pour n'importe quel pays, le développement économique est le nœud. Donc, actuellement, beaucoup de projets sont faits dans ce sens. Beaucoup de jeunes s'engagent dans la transformation qui ne peut qu'apporter une valeur ajoutée, qui ne peut créer que de l'emploi, créer des richesses. Maintenant, le problème, c'est... Ouais. Quand on parle d'emploi, justement, quand on suit un petit peu l'historique ou l'histoire de Choco Togo, on comprend que depuis la création en 2014, et là, on va vous demander un petit peu de nous décrire un petit peu l'historique, quelles sont les phases par lesquelles s'est passée l'entreprise pour devenir une entreprise, moi, une entreprise en 2019 aujourd'hui. Quelles sont les phases par lesquelles est passé Choco Togo et quelles étaient un petit peu les difficultés par moment à partager avec nos internautes pour dire que le chemin n'a été jamais facile pour atteindre ou pour réussir. Mais comme jeune entrepreneur aujourd'hui, si on veut en réussir, oui, on peut, mais certainement, il y a des choses qu'il faut éviter, des choses qu'il faut surpasser, peut-être une motivation, je ne sais pas. Donc, de 2014, la création à 2019, si on peut résumer tout ça en 30 secondes, en 2, 3, quelle phase, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette période? La première chose, c'est que il y a dans la phase de création d'entreprise, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord, comme nous sommes à la transformation, premièrement, il y avait un problème à résoudre. Le problème, c'est que l'Afrique produit du cacao, mais l'Afrique ne transforme pas du cacao. L'Afrique ne consomme même pas les produits dérivés du cacao. C'était ce qui a motivé vraiment notre envie de créer une entreprise pour répondre à ce besoin. Et c'est ça la question de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais lorsque nous avions commencé, nous avons rencontré des difficultés. Première difficulté, premièrement, vous voulez transformer le cacao en chocolat dans un pays où la température minimale est 28 degrés, alors que le chocolat normal devait être jusqu'à moins de 20 degrés. Le plus, c'est 21 degrés. Donc, on était dû confronter à ça, première chose. Et là, on avait utilisé la méthode de Modica qui nous permettait de résister, d'avoir un chocolat qui résistait un peu. Mais pour ce chocolat, parce que c'est granuleux en ce moment-là,
le public ou bien le client togolais ou bien africain a été habitué à manger un chocolat fondant et avec beaucoup d'huile, tout. Et notre chocolat ne se vendait pas. Et je peux vous dire, pendant 4 ans, on vendait à perte. Ouais. Mais on vendait, mais à chaque fois que nous recevons des critiques, nous nous retrouvons pour pouvoir apporter ces critiques-là. Un des succès aussi de Choco Togo, nous n'avons pas cru que nous pouvons réussir seuls. Je suis vraiment entouré d'une équipe où nous avons des experts qui font vraiment ce travail. Par exemple, dans notre équipe, nous avons quelqu'un qui a son master en biotechnologie. Et nous avons quelqu'un qui a sa maîtrise en finance, audit. Et nous avons d'autres qui ont la gestion du projet. Et nous nous sommes dit, OK, pendant cette période où nous ne gagnons pas, au moins nous ne payons pas, nous ne dépensons pas trop pour le personnel. Ça veut dire qu'on n'a pas d'argent, mais on dépense moins. Donc au début, vous étiez combien de personnes, Commis? On a commencé 12, mais à un moment donné, on s'est retrouvé seulement 4 parce que à un moment donné, les autres ne peuvent plus supporter. Ouais. Donc, c'est par là que nous avons commencé. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est le fait que nous nous sommes dit, OK, s'il arrivait qu'on ne gagnait pas de l'emploi, on ne gagnait pas de l'argent, au moins nous avons créé de l'emploi. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas des machines, beaucoup de machines, donc tout est pratiquement fait à la main. Ça fait que l'argent que nous gagnons, les bénéfices sont redistribués sous forme de salaire. Ouais. D'un côté, on n'a pas de l'argent, mais d'autre côté, nous avons créé de l'emploi, nous avons créé une communauté et nous sommes dit, OK, avec cette communauté, on va avancer. Donc, c'est par là qu'on a toujours continué pendant beaucoup d'années. Et Choco Togo, ça compte combien de personnes aujourd'hui? Nous avons plus d'une vingtaine de permanents et soixantaine de temporaires. Donc, nous avons, oui, et sans mentir, nous, depuis 2014 jusqu'à 2019, on était un start-up, une petite entreprise, mais nous avons eu l'année passée, nous avons franchi la barre de la moyenne entreprise que nous sommes en train de faire. Et on avait prévu vraiment travailler dans les années à venir pour devenir vraiment une grande entreprise qui peut encore employer plus de personnes et aussi être un modèle de développement, un centre de formation, de motivation, d'inspiration pour la jeunesse parce que aujourd'hui nous transformons le cacao, mais il n'y a pas seulement que le cacao en Afrique à transformer. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez abordé une filière justement qui est tout entière où il y avait beaucoup de produits finis et beaucoup de produits intermédiaires certainement. Vous avez abordé également le fait que localement on ne consomme pas les produits et encore moins les produits transformés, mais malheureusement, comme on l'a vu au niveau du reportage aussi, que l'habitude de consommation africaine elle est toujours dirigée vers les produits importés ou quelque chose. Ça fait encore un autre défi justement pour s'imposer. Et pour, comme vous l'avez bien dit, pour les premières années, c'est difficile à s'imposer, mais après, c'est bien aussi de mettre. Aujourd'hui, après cette expérience de 5 ans aujourd'hui, si c'était à refaire, quelles étaient les erreurs à ne pas refaire ou commettre? Si on veut donner un message d'espoir ou surtout de remise en cause pour nos amis entrepreneurs aujourd'hui, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. On va se lancer, on a besoin d'audace, on a besoin d'enjeux, de volonté, mais aussi on a besoin de recul pour bien avancer et reculer pour bien avancer. Quelles étaient un petit peu les erreurs à ne plus commettre ou recommettre si vous allez repartir aujourd'hui de l'association vers l'entreprise justement dans cette filière très spécifique à l'Afrique? Ok, la première erreur à ne jamais commettre, c'est de croire que tu peux réussir seul. Ça, en tant qu'entrepreneur, il ne faut jamais faire ça. Il faut s'entourer des gens et il faut donner l'opportunité à chaque personne de s'exprimer. Et la deuxième chose que moi, je ne donnerai plus, j'ai vu que je donnais tellement d'espoir, c'est-à-dire je voyais la chose tellement à long terme, mais j'étais impatient. C'est-à-dire je ne voyais pas pourquoi les autres ne comprennent pas pourquoi on ne va pas avancer.
Donc, je pense qu'il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut croire en ce qu'on fait et il faut croire en soi. Et là, ce qui est encore intéressant, surtout pour l'Afrique, premièrement, il faut qu'on se détache de notre conception de soi, de notre estime de soi. Que nous ne croyons pas ce que les gens disent que nous sommes. Parce que dans nos mentalités, beaucoup ont quitté Chocoto, c'est-à-dire ceux avec qui on a commencé, parce qu'entre-temps, ils n'ont pas cru qu'on peut réussir, parce qu'ils n'ont pas cru que l'Africain peut réussir. Ouais. Donc, c'est quelque chose que nous avons dans la mentalité. Une fois, on échoue, on échoue, et les gens se disent que mais on échoue, on ne peut jamais réussir. Ce n'est pas vrai. Ouais. Si on croit à quelque chose, il faut s'y donner. Et justement, à ce stade qui est très très important, vous parlez de changement de culture, vous parlez d'une vision claire, vous avez d'adopter justement un contexte, le comprendre, mais surtout avoir une vision, un objectif très très clair. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tout ce que les approches leadership que vous avez appris, sur lesquelles vous étiez formés, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau formation, les connaissances et les compétences au niveau du pays, justement, ou de la zone ou autour de la filière, est-ce qu'il fait défaut? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, pour réussir justement notre manière, d'être entouré ou de développer justement cette notion de compétence, de connaissance? Vous parlez des 28 degrés tout à l'heure où on cultive un petit peu le cacao ou le chocolat. Vous avez une température de 28 à 30. Pour les gens qui connaissent le chocolat, c'est une très bonne température de tempérage, mais pas de stockage ou de vente de produits. On est tout à fait d'accord. Mais après, il faut vraiment maîtriser le produit. Aujourd'hui, ce volet leadership, compétences, est-ce qu'il fait encore défaut ou vous êtes en train de sentir que c'est en train de décoller? Comment vous pouvez évaluer un petit peu la situation actuelle dans cette partie où on veut changer les cultures, justement? Ok, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez? Ça, c'est une calebasse. Hein? Premièrement, nous utilisons la calebasse parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve, c'est un fruit. C'est chez nous. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons vraiment beaucoup de chocolat de diverses manières. Parce que quoi? Vous pouvez voir ça. Nous nous amusons maintenant avec le chocolat. Nous nous amusons avec le chocolat. Ça nous a, et je peux dire que la force de Chocoto dépend des critiques. Vraiment, je suis très heureux que nos clients ne nous ont pas laissé faire. Ils ont été très durs. Je vais donner juste une anecdote. Ouais. Je suis allé à la foire de Caire en Égypte. Ouais. Et il y avait une dame qui avait acheté notre chocolat. C'était le chocolat granuleux qu'on avait fait. Très bien. Et elle a acheté le chocolat, elle a mangé, et elle a appelé des gens, et elle est revenue chez moi. Elle me dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle a dit des bêtises me concernant que le chocolat n'était pas bon, ce n'est pas vraiment fondant. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'elle a lu ce qu'on a écrit là-dessus? Que c'est un autre chocolat, c'est un type de chocolat. Aujourd'hui, nous ne faisons plus ce genre de chocolat parce que nous avons constaté que, quel que soit le cas, c'est le client, il est roi. Même si c'est le chocolat de modèle de Modica, le client veut manger ce qu'il veut. C'est lui qui achète. Donc, nous étions obligés de produire maintenant le chocolat fondant que nous avons sur le marché en adoptant une stratégie de tempérage qui supporte le froid. Donc, la chaleur. Donc, aujourd'hui, nous, on n'a pas de problème de stockage, puisque toutes les boutiques dans lesquelles nous livrons le chocolat ne sont pas climatisées. Et même là où nous stockons le chocolat n'est pas climatisé pour que le chocolat puisse être dans un conditionnement qui peut être accessible à tout client. Très bien. C'est la grande question, justement. C'est pour ça que j'ai abordé ce sujet, sachant très très bien le marché africain et surtout les conditions de vente. Et on est venu justement aux conditions de vente, au circuit de distribution de votre produit, où est-ce qu'on est en train de vendre. C'est très bien d'avoir visité des salons, des foires, pour faire goûter un petit peu une saveur typique, un petit peu, et une production locale. Aujourd'hui, vous êtes en train de vendre sur quel périmètre? Donc, votre produit, il est en train d'être vendu sur quel périmètre? Vous êtes sur un rayon de combien de kilomètres
à partir de Lomé, sachant que les artisans, etc., ils sont déjà à plus de 100 km de Lomé, et après la transformation, ça se passe à Lomé. Donc, nous sommes en train de parler de combien de kilomètres de périmètre pour voir le circuit de distribution aujourd'hui. Le circuit de distribution est, je peux vous dire que pendant plus de 2 ans, 3 ans, on était seulement resté à Lomé. Ouais. Actuellement, notre circuit de distribution a couvert tout le Togo et est au Bénin, est aussi en Côte d'Ivoire, au Burkina. Mais sans vous mentir, notre deuxième pont et réseau, c'est en Allemagne, où nous faisons beaucoup la distribution à partir de l'Allemagne. Mais nous avons aujourd'hui de très bons, c'est-à-dire que nous livrons au Japon. Et les Japonais, en tout cas, les Japonais font partie de ceux qui ont validé le projet dans la mesure où eux, ils aiment beaucoup plus ce qui est plus artisanal et plus naturel. Mais les Africains, eux, ils ont cru que c'est ce qui vient de la Suisse. Mais ils ont oublié que même les Européens, ils apprécient plus parce que ce que nous utilisons, il n'y a rien de chimique. On n'ajoute rien de végétal. Il n'y a pas il n'y a pas l'huile de palme. Il n'y a pas, par exemple, la graisse d'animal, de porc, quoi que ce soit. Il n'y a pas lécithine de soja. Il n'y a rien de chimique. Donc, beaucoup de gens maintenant achètent nos produits et commandent. Donc, nous avons un site internet par lequel les gens commandent depuis l'Allemagne et nous livrons de Lomé à n'importe où. C'est la question seulement de poste qui est le problème actuellement. Impeccable. Félicitations. En tout cas, on est en train de faire passer un petit peu nos amis internautes qui nous suivent un petit peu l'expérience qui est partie justement de quelques activités artisanales, d'un rêve qui est parti pour sauver une filière et pour changer les cultures. Aujourd'hui, on a des marchés européens qui sont très demandeurs, japonais aussi, et tout le monde le sait, le niveau d'exigence de ces marchés-là en termes de qualité, d'étiquetage, de réglementation, etc. Aujourd'hui, si je veux ajouter quelque chose que j'avais oublié, nous avons commencé ce projet dans ma cuisine. Je veux vraiment préciser ça. Ça a commencé dans ma cuisine parce qu'on n'avait pas les moyens de s'équiper, de louer un local. C'est dans ma cuisine que nous faisons. Et quand on a commencé dans le rayon de Lomé, on a commencé dans ma cuisine. Et même la première matière première que nous avons utilisée, c'est comme si nous avons été préfinancés par le fournisseur. C'est-à-dire qu'on était allé prendre 300 kilos chez le fournisseur et c'est après un an qu'on a pu payer parce qu'on n'avait pas l'argent. On allait chez lui chaque fois pour demander encore et on a pris, après 300 kilos, on a pris 1 tonne et on a payé les 300 kilos. Après, on a pris 2 tonnes. Après, c'est 4 tonnes. Après, c'est 12 tonnes. Après, c'est 16 tonnes. Mais aujourd'hui, on préfinance même avant de payer. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent pour pouvoir réserver ça. Donc, juste pour dire à nos jeunes frères que entreprendre en Afrique, il faut de l'audace. Il faut oser. Mais il faut pas aller seul. Parce que si tu vas seul, tu craques. Et il faut s'entendre. La grande question, à mon avis, que nos amis internautes se posent maintenant, et qu'est-ce qu'elle est devenue votre cuisine maintenant? Notre cuisine. La cuisine, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? La cuisine, ma femme est heureuse de nous avoir renvoyé de là-bas parce qu'entre-temps, on passe le matin, elle travaille dans la journée, donc à 7 h, elle quitte la maison et nous, à 18 h, à 16 h, on met tout. C'est comme ça qu'on a commencé. Et parce qu'on croyait à quelque chose. On croyait à ça. Oui, on croyait à ça. Aujourd'hui, la cuisine, elle est grandie, elle est devenue une grande usine aujourd'hui pour produire du produit. Mais est-ce qu'on est resté encore sur les produits basiques, naturels, ou est-ce qu'on va migrer? Vous savez que les exigences un petit peu du marché, ils vont vous pousser, quand vous avez adapté un petit peu le produit au goût du marché, avec des produits qui sont tempérés, résistent un petit peu à la chaleur, etc. Est-ce que, à quel niveau aujourd'hui vous pouvez résister et offrir toujours un produit qui reste entre parenthèses 100% naturel pour que ça soit vraiment une image d'origine qui donne justement l'origine et qui peut être peut-être labellisée Made in Togo, justement. Ça serait très intéressant que ça soit un produit vraiment
labellisés et qui portent vraiment les saveurs du pays. Alors, à quel niveau vous pouvez garantir aujourd'hui qu'on ne va pas laisser tomber ce critère, on va dire, naturel à 100%? Ok, première chose, au-delà de critères 100%, notre chocolat est toujours chocolat noir. C'est-à-dire que nous ne faisons pas un chocolat en bas de 50%. Le public, les gens demandent que, ok, nos chocolats sont tellement amers parce qu'il y a trop de cacao dedans. Et nous leur donnons une fève de cacao pour goûter et pour leur dire si la fève de cacao est amère, c'est pas notre chocolat qui va être doux. Si le chocolat est doux, ça veut dire que c'est du sucre. Nous, depuis des années, on a toujours envoyé c'est-à-dire que vraiment des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et on a cru que l'Africain, à cause de sa pauvreté, ne peut que s'acheter des choses qui ne sont pas de qualité. Mais si c'est dans notre pays que nous produisons, et je vais vous dire que le premier client de Choco Togo, c'est ma famille, c'est mes enfants. Ils aiment ce chocolat. Et je ne peux pas leur donner un chocolat qui ne peut jamais être de bonne santé. Et je ne peux pas encourager, dans tous les cas, nous, on restera seulement sur cette ligne. Et nous allons toujours aussi encourager la ligne artisanale, même si nous avons des machines qui produisent beaucoup, nous continuons toujours à garder l'autre parce que quand nous voyons les femmes travailler, des soixantaines travailler, font les trucs là, nous voyons qu'au fait, ce n'est pas de l'argent seulement que nous donnons, mais nous donnons la vie, nous créons une communauté. Nous voyons des femmes qui se retrouvent toujours heureuses à la fin de la journée. Des femmes qui, après, c'est-à-dire que c'est comme si nous leur avons donné une valeur. Et je ne me dis pas que c'est pas, la machine ne peut pas nous donner cette joie. Seuls les hommes peuvent nous donner. Donc, l'homme est au centre du développement selon le concept de Choco Togo. C'est pourquoi nous appelons Choco Togo social business. C'est d'abord l'homme. La preuve. Aujourd'hui, quand nous écoutons, nous allons apprendre, nous voyons que beaucoup d'entreprises ont licencié leur personnel. En Choco Togo, on n'a licencié personne. Et on espère que ça va continuer, justement. Oui, parce que on n'a licencié personne, mais nous avons plutôt utilisé le temps de confinement pour apprendre de nouvelles techniques. Par exemple, comment vendre en ligne. Et tout le personnel s'est converti en vendeur en ligne, en attendant que nous trouvons une autre formule. Exactement. Et chacun de nous étant au centre d'un réseau, si chacun de nous faisait la publicité du produit, et nous avons mis en place un système de livraison à domicile, ce qui fait que même si les gens sont confinés à la maison, nous livrons toujours du chocolat parce qu'ils en avaient besoin. Donc, aujourd'hui, pour nous voulons réussir ensemble. Et si on doit échouer, nous allons échouer ensemble. Et quand on échoue ensemble, c'est moins dur que si on échoue seul. Certainement. Quand on a cette volonté, quand on a cette motivation et ces valeurs partagées, cher ami Komi, ça serait un peu difficile d'échouer, justement. C'est pour ça qu'on a dit, quand on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, on parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi, on parle de valeurs. Vous avez parlé de filière, vous avez parlé d'un modèle, justement, d'économie sociale et solidaire. Vous êtes en train de développer un petit peu et de changer les cultures. Et c'est très, très bien, justement, pour une filière qui reste un petit peu spécifique, typique à l'Afrique et quelques pays africains, qui est la fève de cacao et d'autres produits aujourd'hui. Mais quels sont les messages aujourd'hui clés? On passe par une période, le moins qu'on puisse dire, difficile. Donc, vous venez de dire que, justement, on apprend les nouvelles opportunités, à savoir la vente en ligne et le travail chez soi. Comment on arrive encore à cultiver ou à transformer ou à faire les premières étapes, justement, de décortiquage ou autre chez soi pour envoyer la marchandise pour la transformation. Aujourd'hui, si on peut résumer 2-3 messages clés à nos amis en attendant les questions, parce qu'on attend les questions de nos internautes pour échanger justement avec vous et vous poser un petit peu
des questions qui leur tiennent à cœur peut-être et penser à d'autres sujets qui leur sont spécifiques. On a beaucoup de produits très très riches, on a des chaînes de valeur qu'on a lancées un peu partout dans les quatre coins de l'Afrique et ça mérite justement cette envie, cette motivation. Quels seraient un petit peu les 3 messages clés pour les jeunes aujourd'hui pour qu'ils se lancent? Je ne sais pas, un de nos amis au Mali, au Sénégal, on peut parler au Côte d'Ivoire, on peut parler de beurre de karité, on peut parler de manioc, on peut parler d'autres richesses qui sont aujourd'hui marquants de ce continent, mais qui ne sont pas encore toujours valorisées. La mangue aussi, qui est un fruit ou un produit de la partie Ouest Afrique, qui est très très riche et qui malheureusement n'est pas transformé sur place et qui est généralement transformé. Quel message clé aujourd'hui vous pouvez passer aux nos amis internautes et surtout ceux qui sont en mi-chemin entre la partie expérience, quand vous êtes parti après une dizaine d'années d'expérience et de collaboration pour vous lancer, qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce que c'est un lancement direct? Est-ce qu'une expérience, elle est souhaitable avant de se lancer? Est-ce qu'il faut choisir des produits typiques? Est-ce qu'il faut travailler en équipe? Est-ce qu'il faut rester au pays? Qu'est-ce qu'il faut viser? Quels seraient les 3, on va dire, parmi beaucoup, hein, j'imagine que dans votre tête, il y a beaucoup de choses qui travaillent. Quels seraient les 3 conseils clés aujourd'hui pour nos amis qui veulent se lancer justement dans des projets similaires? Ok, première chose, il faut identifier un produit, si c'est la transformation, il faut identifier un produit qui fait l'identité africaine. Ouais. Je prends l'exemple de cacao. Cacao ne se pousse pas n'importe où. Ouais. Si cacao devait pousser en Europe ou bien en Amérique, nous sommes certains que tout le monde produirait cacao. Certainement, oui. Le beurre le karité, par exemple, c'est quelque chose qui n'est que dans notre sous-région. Tout à fait. Il y a d'autres produits qui sont là et qui font notre identité. Ouais. Premier conseil à mes frères africains, c'est que tout ce qui est de chez nous a toujours une valeur ajoutée pour le monde entier. Donc, de ne jamais vendre quelque chose de matière première. Parce que ça nous appauvrit. Il faut essayer de le transformer et on apporte une valeur ajoutée. On crée de la richesse et on crée de l'emploi. Et quand on fait ça, on trouve son identité. Et nous avons quelque chose à donner au monde. Nous avons une spéculation sur laquelle nous pouvons nous affirmer. Et cacao fait partie. Le café fait partie. Le beurre de karité fait partie. Le manioc fait partie. Donc, il y a ce genre de choses-là que nous devons commencer par voir. Et ensemble, si ces choses n'ont pas de valeur chez nous, ça a de grandes valeurs ailleurs. Ouais. Et ça, c'est premier comment on appelle conseil à donner. Deuxième conseil à donner pendant cette période de Covid. Ouais. Il y a un temps pour tout. Covid ne serait jamais éternel. On va s'en sortir. Okay. Les idées entrepreneuriales est notre identité. Ne les vendez pas à n'importe quel prix juste pour survivre. Mais pendant la période de survie, il faut aussi élaborer des scénarios qui nous permettent de sortir. Parce que, et après Covid, donc, la troisième, ça dit que Covid n'est pas éternel. Ça, quelle que soit la situation, il faut qu'on trouve des situations de résilience. C'est comme par exemple, si aujourd'hui je ne peux pas, les gens ne peuvent pas acheter du chocolat en sortant, est-ce que moi j'ai la capacité de délivrer le chocolat n'importe où ils sont? Il faut trouver des... Et il faut être créatif. Et créatif en ayant toujours en tête qu'il n'y a jamais un problème sans solution. Certainement. Et lorsque nous ne trouvons pas la solution, cela ne veut pas dire que la solution n'existe pas. Il faut chercher, il faut demander, il faut aller vers d'autres personnes
et reconnaître que ici, là, je ne suis pas fort. Par exemple, moi, je me suis engagé, je suis allé voir des gens qui savent faire le truc de Zoom, tout ça là pour dire, ah, vous voyez, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et j'ai besoin vraiment que vous m'aidiez. Je vais à l'école. Pendant la période là, moi, je vais à l'école. Parce que si je suis coincé à la maison, cela ne veut pas dire que je ne peux pas faire autre chose. Et on a organisé toute la formation pour toute l'équipe. Et pour que chacun puisse profiter, parce qu'on aura besoin plus tard. Donc, si je peux encore donner le troisième point d'encouragement, oui. Je voudrais vraiment que mes frères et sœurs puissent savoir que si vous avez une idée dans votre pensée, ce n'est pas forcé que les gens vous comprendront. Mais si vous êtes convaincu de ça, n'abandonnez jamais. Très bien, impeccable. Justement, ces périodes, comme le dit le sénateur Lassad Chebi de Tunisie, cette période difficile, c'est une opportunité en or, justement, qu'il faut profiter, justement, en matière grise pour prouver nos possibilités, nos potentialités immenses, justement, pour compter sur nous-mêmes. Impeccable. Justement, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours rester et croire en soi, avoir toujours cette confiance en soi jusqu'à arriver à une estime de soi. Bien, en attendant les questions, justement, on va jouer un petit jeu avec des questions rapides, vite fait, commis. 5-6 questions rapides avec une question oui ou non. D'accord? Très, très vite et on va voir. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à quitter le Togo? Oh non, je reste au Togo. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à vendre votre projet? Jamais. Ah ben, d'accord. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à diversifier les produits de votre projet? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes tout de suite prêt à mécaniser, à industrialiser ce projet-là? Pour un marché bien précis. D'accord. Un oui ou un non? Oui, puisque nous avons les deux filières. D'accord, impeccable. Donc, on va garder la partie traditionnelle et peut-être industrialisée pour certains produits. Est-ce que vous allez obliger vos enfants à travailler dans la société? C'est la meilleure parce que nous voulons avoir un Choco Togo since 2014. Nous voulons que nos enfants viennent célébrer le centenaire de ce projet. Non, non, je parle de vos enfants, vos propres enfants. Est-ce que vous allez les obliger, s'ils veulent faire de la médecine ou veulent faire de l'architecture, est-ce que vous allez quand même les obliger à travailler dans la boîte ou pas? Non, de toute façon, chacun a son truc. Mais ce serait un souhait pour moi d'avoir quelqu'un qui a compris. Sinon, chacun choisit sa voie. Impeccable. Aujourd'hui, le projet, il est en train de passer à une deuxième phase, justement, industrielle entrepreneur, après une phase associative, sociale, solidaire, etc. Est-ce que aujourd'hui, vous avez, comment vous appréciez un petit peu la situation et est-ce que vous restez toujours confiant que vos collaborateurs, vos compatriotes, justement, commencent à croire ou c'est encore difficile et vous avez encore un bout de chemin pour changer justement ces cultures et continuer à travailler? Est-ce à combien vous estimez un petit peu le chemin? Vous êtes à 20% ou à 80% de changement de culture, au moins dans votre région où vous travaillez? Je pense que c'est le moment de dire merci à mes compatriotes parce que, entre-temps, c'est eux qui font que nous avons la confiance de continuer. Ils croient en nous. La jeunesse aujourd'hui croit en nous. Et je pense que nous devenons aussi, à cause d'eux, on ne va pas baisser les bras. Parce que si nous ratons cette voie, beaucoup vont être déçus. Donc, je pense que par rapport au truc, je ne peux pas m'évaluer, mais nous avons quand même dépassé les 20%, les 30%. On est dans les 40%, 50%. Parce que ce que nous voulons faire, c'est d'arriver à faire de Choco Togo une entreprise qui peut non seulement faire du chocolat et tout, mais aussi accompagner les jeunes entrepreneurs à devenir aussi des industriels. Nous voulons devenir industriels et faire venir d'autres personnes. Très, très bien. En tout cas, comme vous l'avez dit dans vos paroles et vos présentations, il faut y croire. Et franchement, on sent cette croyance, on sent cette fidélité, on sent cette volonté dans vos paroles, dans tous les mots que vous avez utilisés. Félicitations, bon courage pour la suite. On va, à mon avis, passer à quelques questions justement de nos amis
internautes. Donc, on vient voir quelle est votre zone de couverture en matière de distribution aujourd'hui. Je crois qu'on avait la réponse, mais si on parle d'Afrique aujourd'hui, quelle est votre zone de couverture aujourd'hui? Si on va préciser encore quels sont les pays qui sont couverts aujourd'hui. Il y a le Bénin, d'abord le Togo. Tout le Togo est couvert. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali. Nous avons aussi le Kenya. Mais le Kenya, on l'avait développé quand Covid. Actuellement, parce que les frontières sont fermées, nous sommes en train de continuer encore à élaborer. Il y a aussi le Sénégal, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore essayé. Il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la question qui vient notre ami président, justement, de CAGEF à Côte d'Ivoire, justement, notre ami Baïn Zao, justement, qui pose la question et qui estime peut-être goûter à ce chocolat. On va essayer s'il est en Côte d'Ivoire, nous allons avoir son contact et on va lui faire goûter ce chocolat. C'est-à-dire, il y a des c'est de vérifier s'il y en a encore parce qu'à cause de Covid, on n'a plus, on n'a plus encore envoyé ces derniers temps. Mais très bien. Très bien. Une deuxième question, notre ami GN Ciel, justement, qui a modéré parfaitement le deuxième rendez-vous de la dernière fois. Elle vous pose la question, est-ce que vous avez cherché à avoir des financements pour lancer l'entreprise au démarrage ou maintenant? Est-ce que vous avez fait recours justement à des financements? Non, on n'a pas fait recours au financement. On a commencé par le financement propre. Mais nous avons aussi participé à certains fonds, à certains concours, fonds compétitifs que nous avons gagnés du gouvernement togolais, qui nous a permis d'acquérir certaines machines. Et c'est avec ça que nous avons vraiment commencé par moderniser nos projets. Donc, on n'a pas fait recours au financement extérieur. Pourquoi? Parce que si c'est que nous avons fait recours à ce financement, je suis convaincu qu'on allait déjà me virer pendant 4 ans où je n'avais pas trouvé l'argent. Donc, la meilleure façon, c'est d'abord c'est-à-dire le plus grand financement que moi j'ai trouvé, c'est les hommes. C'est le temps, c'est la connaissance et les expériences mises au service a été le plus grand financement de Choco Togo. Justement, une autre question là de notre ami et collègue dans mon cabinet, justement, qui pose le projet. Le projet est l'idéal, elle vous dit, côté social, justement. Mais quel est de l'environnement, c'est-à-dire l'impact sur la culture du cacao aujourd'hui, de l'emballage, du process, de la production? Est-ce que ça a touché justement cette filière à que ça soit une filière plus développée? Est-ce qu'on sent aujourd'hui un impact justement sur la culture ou ça continue à être exporté en la nature, c'est-à-dire une matière première brute? Est-ce que ça a touché? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui se sont lancées? Voilà, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a fait bouger justement? Je pense que actuellement, Choco Togo fait partie de la locomotive de toute la filière cacao parce que nous sommes la première entreprise réellement à rendre cacao une filière. On parle de filière lorsqu'il y a la production jusqu'à la matière première finie. Et grâce à Choco Togo, on a une association de transformateurs de café cacao dont Choco Togo a été président pendant des années, pendant au moins 3 ans. Et je fais même partie du conseil interprofessionnel de la filière café cacao à cause de mon identité en tant que président de transformateur. Et au-delà de ça, actuellement, nous sommes en train de... C'est-à-dire, c'est grâce à Choco Togo, nous allons de villages. On a déjà sillonné plus de 500 villages où nous avons formé les cacaoculteurs à manger du chocolat fait maison par eux. Ça fait ses premiers. Et ça permet à ce que les cacaoculteurs eux-mêmes peuvent dire « Ah, le cacao là n'est pas bon ». C'est-à-dire, la qualité du cacao cultivé, maintenant, ils savent que quand ce n'est pas bien fermenté, ça donne tel goût, tel goût. Et en plus de ça, actuellement, nous sommes actuellement consultants auprès de FAO, la FAO, pour pouvoir aider les autres filières à avoir le même impact que nous avons. Et nous avons en place un projet que nous appelons Chocoland qui nous permet de créer un mini agropole autour du cacao. C'est-à-dire que nous allons, au lieu d'importer, exporter toujours le cacao,
il faut plutôt transformer localement, créer de l'emploi et l'argent, la richesse qui va être régénérée par ce cacao va être redistribuée dans le milieu, pas que ça soit parti d'ailleurs. Très bien, impeccable. Une autre question qui vient du Sénégal, notre ami Jémy, justement, qui vous dit, est-ce que vous prévoyez lancer une marque africaine, justement, du chocolat qui va porter le nom, justement, d'Afrique? Vous avez cité tout à l'heure les marques ou les produits suisses ou belges, etc., qui sont aujourd'hui reconnus en termes de qualité de chocolat, etc. Est-ce qu'il y a cette optique, justement, de lancer une marque de chocolat qui porte le nom de l'Afrique? Choco Togo, c'est déjà une marque. C'est pas une coopérative, c'est une coopérative, c'est une marque. Et je vais vous dire que Choco Togo est une marque déposée. Nous avons le Wabi. Si quelqu'un prend ce truc-là, il le fait, il va me rendre riche parce que c'est marque déposée. C'est une autre opportunité qui va se présenter certainement. Mais c'est juste pour dire, pour dire que vous voyez par exemple Choco Togo. Oui. Premièrement, on a choisi ce nom pour dire que le Togo, vraiment, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Un pays vraiment où quand vous allez visiter, vous allez voir que c'est beau. C'est pourquoi on dit Choco. Mais la deuxième chose, c'est un chocolat qui vient de Togo. C'est un chocolat d'origine. Oui. C'est depuis que nous avons commencé par mettre Choco Togo que nous imposons aux marques suisses, tout ça là qui dit qu'ils font ou bien des chocolats des autres pays, nous souhaitons qu'on mette l'origine du cacao. Certainement. C'est-à-dire que le cacao est pris au Togo ou bien le cacao est pris au Ghana, le cacao est pris dans un pays. Il faut dire que le cacao est pris dans ce pays. Mais la plupart des chocolats de ce genre sont un mixage de plusieurs cacaos, donc on ne peut pas mettre cacao d'origine. Donc le Choco Togo, c'est un chocolat d'origine. Donc, c'est déjà un label, justement, puisque le Togo, il est là. Justement, ça nous ramène à un produit. J'ai un ami qui est en train de suivre, notre ami Fels, qui nous suit là et qui nous lance la chose. On a une marque de chocolat en Tunisie, de biscuits, qui s'appelle Choco Tom. On est en train de chercher après Tom, d'avoir un bon biscuit. C'est un biscuit qui est vendu un peu partout en Afrique, justement, et vous êtes en train de donner, justement, beaucoup d'envie, que tout le monde qui demande maintenant quand est-ce qu'on peut avoir le premier colis, la première boîte de chocolat pour goûter. Donc, vous faites un petit peu saliver et savourer nos amis maintenant qui n'attendent que goûter justement ce produit. Juste pour information, pour partager avec nos internautes aussi, vous parliez d'origine et c'est tout récent justement en période de confinement. La réglementation européenne justement qui vient d'apparaître et avec un règlement européen 775 qui oblige depuis le mois d'avril 2020, tout récent, que tous les ingrédients doivent être notés et les origines des ingrédients doivent être notées sur les emballages parmi les ingrédients. Donc, vous venez de souligner une origine qui est très claire, qui est le Togo, etc. Mais aujourd'hui, si on a un mix de cacao qui vient de 2-3 pays, on est obligé de mentionner au niveau des étiquettes et au niveau de l'emballage les origines exactes du produit. Donc, vous avez bien ciblé, vous avez cette labellisation, si on veut dire, une marque d'origine qui est le Togo, mais la réglementation l'oblige justement parce que c'est très important d'avoir s'il y a des produits ou autres, etc., etc. Une autre question qui vient du Cameroun, justement, et qui pose la question, est-ce que vous pouvez trouver que le digital peut booster vos ventes aujourd'hui? Vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes en train de booster justement les ventes Internet. Mais comment vous pouvez résumer justement le digital aujourd'hui? Il n'y a pas que l'Internet. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Sur quel volet du digital vous vous êtes lancé aujourd'hui? Première chose, je voudrais inviter la communauté des entrepreneurs africains que nous sommes dans une nouvelle saison et c'est la saison digitale. Si c'est une faiblesse pour nous, engageons-nous, payons combien on peut payer pour pouvoir vraiment avoir un peu le flair. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons l'Internet, mais moi, je n'arrive pas vraiment. Vous allez voir que pour communiquer, même, j'ai de la peine à communiquer parce que je suis beaucoup plus pratique. Ouais. Mais le WhatsApp aujourd'hui n'est pas juste là pour dire bonjour, bonjour. Le WhatsApp, on utilise vraiment le WhatsApp aujourd'hui pour vendre. Certainement. Instagram, les réseaux sociaux sont dispo pour pouvoir vendre le produit.
Maintenant, la question, c'est comment concilier la digitalisation et le transport et la livraison du produit. Ouais. Si c'est au Cameroun maintenant, comment ça va se passer? Je pense que le plus grand problème pour nous en Afrique, c'est d'abord les douanes qui, on ne comprend pas, les produits sont bloqués, des trucs comme ça. Sinon, au fait fond, en Europe, nous, on vend très bien le produit parce que on convoie tout sur l'Allemagne et de l'Allemagne, on fait en Allemagne, on a toutes les douanes qu'on peut payer et de l'Allemagne, on a l'Union européenne à qui on peut vendre les produits sans problème. Et nous avons ce qu'on appelle le certificat d'origine et nous avons tous les certificats. Ouais, ouais. Félicitations en tout cas. Vous maîtrisez vraiment votre sujet qui est vraiment très très bien. Donc une autre question à notre ami Marie, mais avant de poser cette question, justement, je vais revenir au digital. Je vais vous partager une information puisqu'on est sur le digital. Aujourd'hui, dans 3-4 jours, on est le 3 et le 8 et 9, il y aura le premier forum africain qui va parler de l'alimentation. Je ne sais pas qui vous êtes informé, le Food eShow.com, le Food eShow, que ce sera un rendez-vous justement international où j'aurai le plaisir justement de modérer un atelier justement qui va passer le 8 septembre à 11h du matin, justement autour de l'industrie 4.0. Il y aurait jusqu'à maintenant 80 pays qui sont participants et qui vont parler justement du food, de l'alimentation, et ça sera un premier forum et salon virtuel en Afrique autour de l'alimentation, un salon alimentaire. On va exposer tous les produits d'une manière virtuelle. Allez sur le point foodeshow.com. Vous allez vous inscrire comme visiteur ou exposant. Pour cette première session, c'est gratuit et je vous invite à y participer. Le digital sera bien présent et comme je dis, j'aurai le plaisir aussi de modérer un atelier qui va passer sur l'industrie 4.0 justement, et tout le monde en parle depuis quelques années déjà. Notre ami Sim qui pose la question, justement, pensez-vous que la commercialisation au Cameroun après la pandémie, c'est du bon? Est-ce qu'il y aura justement une opportunité à déguster avec nos amis camerounais? Donc, ils n'attendent que ça, justement. Est-ce qu'il y aura la possibilité de vendre dans ce pays de huile de palme, là-bas, de palme, qui est le premier producteur? Est-ce que le Cameroun est dans votre ligne de distribution? Moi, je pense que je peux lui montrer. J'ai une carte ici, peut-être tu peux voir. Hein? Ça, ouais. C'est Festi Cacao, c'est Yaoundé. Hein? J'ai déjà formé au moins une quarantaine de cacao-culteurs de Yaoundé et de Cameroun. Parce que moi, je considère que ce n'est pas le fait d'aller vendre le cacao à Yaoundé qui serait le problème pour moi, et le chocolat. Parce que je me dis que les gens, si on peut équiper les gens de là-bas pour au moins profiter le maximum possible de ce qui leur revient de droit. Donc, ouais. J'ai été invité par le ministre du Commerce de Yaoundé pour participer et pour former. Et j'ai été vraiment heureux de voir que c'est le même problème que nous avons aussi au Togo, on rencontre aussi à Yaoundé. Et en plus, Cameroun a vraiment de très bons cacao. Ils ont la Milonado, ils ont le Trinitario, ils ont de très bons cacao et ils ont aussi la bonne matière. Donc, moi, j'encourage les jeunes de ce milieu à se lancer aussi dans ça. Sinon, c'est une bonne aubaine pour eux. Très, très bien. Ils ont un très bon café, exactement aussi. Le chocolat et un bon exactement. Café aussi. Le café là au Yaoundé. Merci pour les questions, toutes les questions. Merci à Adel aussi. Hein. Vous avez justement l'adresse web du site pour le forum justement de foodeshow.com qui va être les 8 et 9 septembre, je rappelle, et ça sera une opportunité pour tous nos amis internautes, entrepreneurs justement. Revoici un petit peu l'adresse. C'est très, très important. Allez-y, participez, inscrivez-vous. Il y aura des possibilités de rencontres B2B, d'exposition, de vente de vos produits. Et c'est le premier des rendez-vous sur le net, justement, pour nos internautes cette année. Donc, on profite justement des opportunités, comme l'a dit très bien notre sénateur Lassad Chebbi tout à l'heure. C'est des opportunités et que des opportunités. À mon avis, on vient à terme des questions. On avait pas mal de questions. Le temps passe très, très, très vite avec Choco Togo. Ça, on a eu l'impression qu'on vient de déguster. Il ne manque que prendre un petit praliné ou une tablette pour goûter. J'espère que ça sera fait dans les plus brefs des délais. La prochaine est très, très bientôt pour goûter. On compte sur vous, notre ami
Komi pour nous faire goûter très très bientôt quelques assortiments de vos chocolats. Avant de céder l'antenne et de vous remercier tout le monde, et surtout vous remercier, je vous donne vite fait en 10 secondes, le mot de la fin, un espace libre, des messages à faire passer peut-être à nos amis qui nous ont suivis pendant ces quand même 40 à 45 minutes. Et le pass, c'est vraiment très passé très très vite. À vous la parole pour clôturer, justement. Le mot de la fin. Komi, c'est à vous. Ok, oui. Si moi, je me réjouis. Je pense que s'il y a un mot de fin, c'est j'ai envie de venir en Tunisie. Merci beaucoup. Toujours la bienvenue. Et la jeunesse africaine doit croire en elle. Et je pense que même apprenons à faire des erreurs, mais à tirer beaucoup de leçons de ces erreurs. Mais il y a une chose, la jeunesse africaine, surtout francophone, doit se faire confiance et je pense qu'on peut aller. Il faut oser. Il faut oser. Impeccable. Il faut oser, justement. Notre ami Komi Akobo, merci beaucoup. Merci pour cette expérience. Bon pour votre projet. Bonne continuation. Et j'espère que cette opportunité était une opportunité, justement, pour nos amis internautes, pour leur donner l'opportunité de vous lancer, de se lancer, justement. Il faut oser, comme vous l'avez bien dit et vous avez insisté. Il faut se lancer et, à mon avis, si on y croit, il y a beaucoup de chances pour réussir. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette 3e édition de Minute Entrepreneur. On va céder l'antenne. Notre ami Arad est là pour peut-être clôturer cette session. Merci énormément de toutes les personnes qui nous ont suivis, posé des questions. Encore une fois, notre ami Komi Akobo, merci beaucoup. Bon continuation à votre équipe. Merci Arad. Eh bien, d'abord, c'était un régal. Merci Nizar. Merci Komi, c'était très riche. Nos web spectateurs, ils ont trop apprécié beaucoup. Donc, je pense qu'ils sont des amateurs du chocolat noir. Moi aussi, je suis amateur du chocolat noir. Donc, Komi, soit que tu nous envoies une tablette par DHL ou bien par EPS, soit qu'on se déplace pour la goûter. Hein. Il faut trouver une solution. Je pense que nous allons vous croiser d'abord en attendant qu'on ouvre les frontières. Très bien. Moi, je te félicite aussi, Komi, pour, je pense que je vais dire donc dans militarisme pour le Made in Africa. Il faut vraiment donc travailler sur ce stéréotype. Il faut un peu le changer. Donc le chocolat, c'est de la Suisse, le café, c'est l'Italie, donc la cola, c'est l'Amérique. Non, tout est africain. Même l'huile d'olive au niveau tunisien, un peu italien, espagnol, il faut travailler un peu sur la notoriété auprès du consommateur américain, européen. C'est du militarisme, du Made in Africa, et c'est ce qu'on veut faire au sein du CAGEF, mettre en valeur vous et les autres compétences africaines pour vraiment mieux échanger et vraiment donc travailler à travers le digital, notre réputation et notre branding, le brand Made in Africa, pour mieux donc avoir notre vraie place au marché international. Encore une fois, merci Nizar pour cette excellente modération de cette session. Merci Komis pour ce riche partage et donc un voyage délicieux au Togo. Et encore une fois, je félicite tous ceux qui réussissent vraiment à passer ces barrières et les obstacles et à lancer leurs projets dans l'environnement où ils vivent. Finalement, je remercie tous nos web spectateurs. C'est un plaisir, encore une fois, d'échanger avec vous. Suivez-nous donc dans nos prochains lives, une nouvelle histoire, de nouveaux entrepreneurs et de nouvelles découvertes. Si je permets, Adel, si je permets un dernier mot justement, un grand remerciement au réseau CAGEF justement. On est Slimane, notre président de CAGEF Tunisie, tous les présidents des pays africains qui sont engagés. Merci à CAGEF pour cette opportunité justement pour parler entrepreneuriat justement, pour partager, pour pousser justement cet esprit entrepreneurial. CAGEF, c'est un rendez-vous, c'est un espace de partage d'entrepreneuriat. Continuez à nous suivre et vous allez tout le temps être surpris par des talents, par des gens qui ont cru en soi et qui ont réussi. Bon courage à tout le monde et merci encore une fois à Adel, merci encore une fois à Komi et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye, merci. Au revoir.